Le nombre de foyers qui payent l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, qui a fortement augmenté en 2022. Les recettes vont dans le même sens. Les recettes de l'impôt sur la fortune immobilière ont augmenté de 10% l'an dernier. Bonjour Jérôme. Il fait Bonjour chaud de ses David. fiches, il fait des petits... Il travaille, des petites Jérôme. cocottes, il fait des petites cocottes, c'est bien ça. Cocottes en papier. Il travaille. Maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Yards. Le fisc, l'administration fiscale, que dis-je, qui se félicite de l'augmentation du nombre de foyers assujettis à l'ISF, ex-ISF, IFI au 1er janvier 2022, en augmentation de 7,3%. Quelles sont les raisons de cette augmentation? La hausse des prix, vous allez me dire. Il y a 3 raisons. Il y a effectivement la hausse des prix, l'augmentation du prix de l'immobilier. Il y a l'exclusion de la déduction de certains passifs par rapport à ce qu'on trouvait pour l'ISF. Et il y a également un seuil qui n'a pas évolué. On est toujours au seuil net d'1,3 million. Donc si tout augmente et que le seuil n'augmente pas, donc mécaniquement, le sujet est qu'on devrait voir l'IFI augmenter. Voilà, et donc en tout cas, la hausse des prix de l'immobilier joue beaucoup, évidemment, on est d'accord. Quels sont les biens qui entrent dans ce champ d'application de l'impôt sur la principe, c'est que fortune immobilière? tous les biens et droits immobiliers rentrent dans le champ d'application de l'impôt. C'est-à-dire les immeubles bâtis, les immeubles non bâtis, les terres agricoles, les terrains à bâtir, les bois et forêts, les vignes, les plantations d'oliviers, c'est des sujets sur lesquels on pose quelques questions, les immeubles en cours de construction, les droits portant sur les biens immobiliers, c'est-à-dire ce qui est l'usufruit ou la due propriété. Alors en général, c'est l'usufruitier qui paie, mais on peut avoir un cas en cas de succession non préparée. Et donc, on aura une partie qui sera payée par l'usufruitier de l'IFI et une partie qui sera payée par les nus propriétaires. Le droit d'usage et d'habitation, qui n'est pas très connu, mais qui peut se révéler un élément de fait, de droit. Et les actifs immobiliers faisant l'objet d'un crédit bail, tout ceci rentre dans l'assiette de l'IFI. Exactement. Comment est-ce qu'on apprécie la valeur à reporter dans sa déclaration de l'IFI? C'est la question de l'évaluation des biens. Oui, alors la question d'évaluation des biens, elle se fait... C'est très important, c'est le principe de la valeur vénale. Alors la valeur vénale, qu'est-ce que c'est? C'est à la fois théorique et à la fois pratique. La valeur vénale, c'est la valeur d'un bien dans un marché idéal, c'est-à-dire stable. Sa valeur de marché. C'est une valeur de marché stable, mais alors qu'est-ce que c'est qu'une valeur de marché? On le voit aujourd'hui, c'est très difficile avec un marché qui baisse. Et c'est un principe donc, du jeu de l'offre et de la demande. À partir de là, on doit pouvoir déterminer la valeur d'un bien. Mais évidemment, on verra, il y a quelques corrections qui peuvent être apportées. Tous les biens. On évalue tous les biens. Tous les biens. Ils sont évalués à la valeur du 1er janvier, à la hausse comme à la baisse. C'est-à-dire que là, on se plaint quand les biens augmentent, et on voit qu'effectivement, il y a une hausse régulière jusqu'à maintenant. Donc le 1er janvier 2023 est peut-être un seuil intermédiaire, mais si les sujets que vous évoquiez à l'aune de vos interviews continuent d'évoluer, et si l'immobilier venait à baisser, l'année prochaine, on tiendra compte évidemment de la baisse. Pour la résidence principale, on a un sujet particulier puisqu'on a un abattement de 30%. Ça bouge pas, ça. Si la résidence principale est détenue au travers d'une société, notamment une société civile, soit parce qu'on a acheté la société civile, soit parce qu'on a cru astucieux d'y faire participer ses enfants, ce qui pose d'autres problèmes en matière de plus-value, eh bien, on pourra quand même appliquer une décote, d'abord parce que le bien n'est pas détenu en direct, et on estime que quand ça n'est pas détenu en direct, ça n'est pas le même choix, ça n'est pas le même sujet, et puis on parlera éventuellement d'une décote d'illiquidité, c'est-à-dire que le bien n'est pas aussi liquide que ce que vous le souhaiteriez. Également, il y a des sujets qui concernent les indivisions, puisque vous savez que les indivisions, c'est la tarte à la crème de toutes les successions. La formule célèbre, vous le savez, du Code civil, c'est que tous en a sa part, mais chacun en a sa part et tous montent en entier, mais nul n'est censé rester dans l'indivision. Et donc, la difficulté, c'est d'avoir une évaluation de cette indivision sur un bien qui est tiraillé par ceux qui veulent financer les charges ou pas. Donc, on applique des décotes. Un bien hypothéqué qui est donné en garantie, donc qui n'a pas la même souplesse, des biens qui sont loués, la location vient aliéner le bien, donc il n'a pas la même valeur. La localisation, et donc on peut appliquer une décote. Et on appliquera une décote. On appliquera une décote. Tous les éléments que je vais citer, on peut apporter des décotes. Les décotes de combien d'ailleurs? Alors la décote, elle va de 5 à 30%. En indivision, on applique par exemple 30%. En étant tout à fait raisonnable. Ces décotes peuvent se cumuler. Vous avez un bien détenu au travers d'une société civile qui est détenu en indivision et qui, par exemple, aurait été nanti pour garantir la dette du grand-père qui voulait acheter, je ne sais pas quoi, son lopin de terre. Eh bien, dans ces cas-là, vous pouvez cumuler des décotes.
La localisation des biens. Alors, c'est plutôt les éléments qui sont les circonstances de droit ou de fait cette fois-ci, qui viennent affecter la valeur du bien. Si vous avez un bien situé près d'une voie de chemin de fer, à la sortie d'une autoroute, évidemment, on va tenir compte de ces éléments-là. Enfin, la vétusté du bien. Un bien immeuble neuf n'a pas la même valeur qu'un bien immeuble vétuste. L'administration est assez bonne mère parce que elle ne peut pas rentrer quand elle vient vérifier des éléments, elle ne peut pas rentrer chez vous, mais si vous apportez des éléments de devis ou de travaux qui ont été faits, pour démontrer que le bien, à la date donnée... Ah, on peut défalquer... Et on défalque les travaux, et ça, elle l'admet assez bien. Donc ça, c'est plutôt agréable. Est-ce que la loi prévoit également certaines exonérations spécifiques? Exactement, parfaitement. Des exonérations spécifiques, notamment pour tout ce qui est bois et forêt, pour ce qui est groupements fonciers, biens ruraux qui sont donnés en bail à long terme, on admet quand même une décote importante, un abattement important de 75%, donc de la valeur du bien. Pour les biens forestiers, il faut faire très attention que l'on ait souscrit un plan simple de gestion qui vous oblige à avoir des coupes régulières selon des normes qui sont données par la DDT et par le CRPF, c'est-à-dire tous les organismes de gestion des bois. Si vous n'avez pas votre certificat, l'administration vous le demande, vous n'avez pas le droit à l'abattement. Vous avez également un abattement pour ce qui est part de GFA, pour les parts de groupements fonciers viticoles. Et enfin, c'est à la marge, mais on va le voir peut-être de plus en plus dans ce qui est toute la nomenclature Natura 2000. Vous avez un étang, vous avez une forêt avec des salamandres, avec des cigognes noires. On peut vous classer, d'ailleurs, sans que vous vous demande votre avis, Natura 2000. Si vous passez une convention avec la région sur ce thème, vous avez un abattement de 75%. D'accord. Quels sont les risques pour les contribuables qui auraient cette mauvaise idée de sous-évaluer dans leur déclaration leurs biens immobiliers? Le risque, c'est le redressement, c'est qu'on vienne vous dire que le bien que vous avez, la valeur que vous avez reportée n'est pas suffisante. C'est un travail important pour l'administration parce qu'elle doit procéder par comparaison. Justement, elle va figer les valeurs vénales qu'elle aura dans des biens qui sont supposés être intrinsèquement comparables, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, on ne peut pas comparer un immeuble du centre de Marseille à un immeuble du centre de Paris. Évidemment, ce n'est pas la même chose. Si vous faites redresser sur une valeur que vous avez minorée, l'administration peut revenir 3 ans en arrière plus l'année en cours. Elle va vous appliquer un intérêt de retard de 0,2 par mois. Si vous n'avez pas reporter un bien, cette fois-ci c'est 6 ans plus l'année en cours, ou si bien également si les biens que vous n'avez pas reportés ou qui figurent mais mal figurants, elle doit faire des recherches supplémentaires. Par exemple, quand vous avez une litanie de sociétés qui s'empilent au-dessus des autres, on va rechercher le bien immobilier. C'est pour ça qu'on a vu une catégorie de contribuables qui n'étaient pas taxables à l'impôt sur la fortune sur ces biens immobiliers parce qu'ils étaient dans un groupe opérationnel exonéré. Mais comme on va chercher maintenant les biens jusqu'au bout, si les biens ne sont pas utiles à l'exercice de l'activité, ces biens vont être taxables. Et si l'administration doit faire des recherches, elle peut sous-entendre qu'elle vous appliquera le délai de 6 ans. Donc mauvaise idée. Pas terrible. Alors, c'est jamais le poison qui tue, c'est la dose. Vous avez une marge normale que l'administration comprend. Elle voit bien que vous n'êtes pas forcément... il n'y a pas de valeur. Ouais. Mais si vous êtes entre 5 et 10, 15%, 15% c'est déjà beaucoup, l'administration ne dira rien. Elle verra aussi si vous avez à un moment constaté que votre valeur était inférieure véritablement au marché, mais que vous avez fait des petits escaliers pour remonter d'une année sur l'autre. Ça, elle le voit. Elle voit si vous faites l'effort. Si en revanche, vous restez collé à une valeur qui est totalement décorrélée du marché, elle ne va pas aimer du tout. Oui, on rappelle qu'on peut déduire évidemment les dettes, toutes les dettes qu'on peut avoir. Alors, ce sont les dettes qui existent au 1er janvier, donc pas les dettes qu'on a déjà remboursées, c'est les dettes, on considère que la dette s'acquiert au fur et à mesure, mais le capital restant dû, lui, va être, se rembourse au fur et à mesure, mais le capital restant dû va être déductible. Donc ce sont les dettes qui sont contractées pour l'acquisition des biens immobiliers, pas pour s'acheter un vélo, une voiture ou autre chose, et également les dettes qui ont été contractées pour le financement de la chose, mais pour le financement des travaux. C'est-à-dire que si vous avez entrepris des travaux, vous avez des grosses réparations, des travaux d'embellissement, à ce moment-là, on va considérer que ces passifs vont rentrer dans le sujet. L'administration a dressé une liste de tout ça, donc ce sont les dépenses d'acquisition des biens ou droits. Vous avez, par exemple, acheté un immeuble le 25 décembre, mais vous n'avez pas encore payé l'agent immobilier, parce que donc là, vous allez pouvoir passer également la dette. En fait, l'IFI, c'est comme l'ISF, c'est un compte de bilan, alors que l'impôt sur le revenu, c'est un compte de résultat. Bon, juste important,
pour réduire le montant de l'impôt dû si on veut alléger son impôt sur la fortune immobilière? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est trop tard? Il y a encore Non, on a encore du temps, c'est-à-dire jusqu'au dépôt de la déclaration. Vous vous souvenez que ça avait été un tollé à l'époque parce qu'on avait estimé et déclaré que c'était un soutien aux associations, notamment toutes les œuvres d'intérêt général. Et donc, si vous souscrivez, vous procédez à des dons au profit d'œuvres d'intérêt général, vous avez un abattement de 75% de l'impôt. C'est-à-dire que si vous mettez 100 €, vous allez pouvoir réduire votre impôt de 75. Donc c'est quand même tout à fait significatif jusqu'à la date ultime de votre déclaration de revenus EDIFI, puisque maintenant, tout ça est de la même procédure. Exactement. Avant de se quitter, les bons gestes à adopter quand on remplit sa déclaration d'impôt sur la fortune immobilière 2023. Il faut être très gentil avec l'administration, il faut être poli. Non, on n'oublie pas d'actifs, même petits, ça c'est très mauvais. On ne sous-évalue pas comme des bêtes, ça ne sert à rien. On sait bien qu'il y a une marge, mais on n'est pas idiot. Et s'ils le font, on remonte peu à peu sa valeur. On analyse minutieusement les passifs, parce que vous savez que dans les passifs, il y a eu des exclusions. On a exclu, on a amorti les prêts in fine, c'est-à-dire qu'ils ne se remboursaient qu'à la fin. On ne peut pas déduire la totalité. C'était pourtant une paix des braves, notamment pour les étrangers qui achetaient des biens dans le sud de la France. Ensuite, on garde bien les justificatifs et surtout, on n'attend pas le dernier moment pour faire ça. Évidemment, ça tombe tout sens. Et à chaque fois, on le dit, mais à chaque fois, on le constate. Bon. En tout cas, le compte à rebours est lancé, ça y est. Déclaration donc, et avant combien? 30 juin, c'est ça? Vous avez, suivant les régions, vous avez du premier département jusqu'au 54, puis après du 55. Voilà. Donc ça s'étale jusqu'à la fin mai. Ne pas tarder. Merci beaucoup. Conseil signé Maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Yards. Merci Jérôme. Merci David.